Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous dévoile mon top flop de l'année 2020 et alors... Hey, je m'interromps très rapidement dans cette vidéo parce que au moment du montage, je remarque que le son peut parfois être un peu catastrophique à cause d'une sorte de frottement ou de bruissement contre le micro. Donc navré si ça vous écorche un peu les oreilles, voilà, baissez un petit peu le son quand ça arrive, mais c'est vraiment très léger à certains moments clés, voilà, je peux pas y faire grand chose. Du coup j'en ai profité pour nettoyer un peu mon micro, n'est-ce pas? Et j'espère que ça n'arrivera plus trop à l'avenir. Pourquoi je n'ai pas envie de la refaire, c'est qu'en fait j'aime bien ce que je dis, j'aime bien comment je dis les choses. Et je sais pas pour ceux qui font des vidéos aussi, mais souvent quand j'ai bien réussi une première fois, j'ai tendance à juste vouloir garder celle-ci et j'ai pas le courage de refaire derrière en me disant je vais pas avoir le même naturel si je recommence une deuxième fois. Voilà, donc désolée pour ça, mais du coup je vous laisse quand même avec ce petit léger désagrément auditif de temps à autre, mais vous allez voir que sur l'intégralité de la vidéo, ça va. Voilà, mais comme ça, je préfère prévenir que guérir. Comment dire, en ce qui concerne un bilan un peu plus personnel de cette année 2020, je vous laisserai l'article que j'ai fait en barre d'infos parce que c'est là-dessus que je me suis le plus exprimée, on va dire, sur pas mal de choses qui se sont passées durant mon année 2020. Et à part qu'il y a eu une pandémie mondiale, j'ai vécu aussi des choses à côté de cette pandémie et voilà, j'en parle un petit peu plus dans cet article, mais là tout de suite aujourd'hui on va plutôt parler lecture, mais croyez-moi que l'aspect un peu étrange de 2020 s'est ressenti dans mes lectures et j'ai remarqué ça en allant chercher en fait depuis janvier, le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre toutes mes lectures sur Livre Addict. J'ai quand même vu une certaine non constante de mes tops et de mes flops. Donc en gros, début 2020, j'ai eu des super lectures. Je crois que rien qu'au mois de janvier, j'ai mis 3 tops. Et par contre, à partir de mars, ça s'est gentiment dégradé. Comme si l'état mondial de ce moment-là s'était reflété sur mes lectures et que qu'importe ce que j'étais en train de lire, ça ne le faisait pas. Alors certainement parce que j'étais dans un mood qui n'allait pas quoi en fait, où j'étais très angoissée, je me demandais ce qui allait se passer. J'avais quitté un emploi pour un autre, mais la façon dont ça s'est déroulé c'était très bizarre. Encore une fois, là je vous renverrai vers les articles que j'ai pu faire ou alors les tranches de vie que j'ai pu faire par rapport à ça. Donc c'était quand même vraiment une période particulière printemps 2020 et mes lectures s'en sont énormément ressenties. L'été, j'ai commencé gentiment à revoir un petit peu, voilà, des meilleures choses se profiler. Mais c'était vraiment étrange. Je commence par D'un silence à l'autre, la trilogie de Micheline Duff que j'ai terminée en janvier 2020. Alors je l'avais commencé bien avant, mais j'avais fait une petite pause parmi les tomes parce que c'est une intégrale de 3 volumes. Et j'avais l'intégrale directement en un seul livre. Et bon, t'envoyer 1000 pages d'une trilogie comme ça, qui est assez dense quand même, assez pleine d'émotions, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait envie à ce moment-là, et je me souviens m'être arrêtée au milieu du tome 2. Pourquoi au milieu du tome 2? Je ne sais pas. Et j'ai repris du coup fin d'année 2019, début 2020. Et cette trilogie, elle m'a énormément bouleversée, si bien que j'en ai fait toute une réflexion en fait autour de cette thématique assez principale quand même. Donc petit trigger warning, dans cette trilogie on va parler de pédophilie. D'un aspect qu'on a assez rarement l'occasion de voir, que ce soit dans des reportages ou tout simplement dans les médias actuels. C'est une vision de la pédophilie qu'on ne voit pas beaucoup. J'ai d'abord cru que c'était pas du tout un sujet qui allait être pour moi, mais en même temps c'est pas mentionné dans le résumé. Quand on découvre le livre, on ne le sait pas, c'est pour ça que moi je le dis. Peut-être un peu pour vous prévenir, ça n'enlève pas et ça ne gâche pas le suspense qu'il peut y avoir là autour. Mais voilà, je préfère quand même prévenir parce que ça peut être un sujet sensible. Alors même si aujourd'hui c'est difficile de prévenir de tous les sujets sensibles qu'on peut rencontrer dans des livres, certains tout simplement parce que ça nous atteint pas ou que sais-je, et on les voit pas en fait, et pour nous ce ne sont pas forcément des sujets sensibles, ça peut en être pour d'autres lecteurs. Là, quand j'estime qu'il y a quand même un sujet qui peut être un peu difficile pour certains ou certaines, je préfère le mentionner. Et encore une fois, ça ne gâche rien l'intrigue de savoir que le roman va traiter entre autres de pédophilie. Mais avant tout ça, on va d'abord rencontrer une famille au début des années 1900, ça commence quand? En 1918
par là autour, je crois. Donc dans le premier tome, au tout début de la trilogie, on va rencontrer Florence et Andréane, qui sont deux sœurs, très jeunes à ce moment-là, elles ont entre 17 et 19 ans, je crois. Et l'une d'entre elles, Florence, veut devenir professeure, et elle va tomber amoureuse. Donc elle va se prendre une petite, vous savez, une sorte de dépendance à sa classe, donc elle va vivre là, seule, pendant que Andréane, elle, va rester vivre à la maison chez ses parents, chez leurs parents, et s'occuper des petits frères. Andréane, on le sent tout de suite dans sa façon d'écrire dans son journal, on va vraiment la suivre à travers ses mots et sa vision, parce qu'elle va écrire dans son journal et c'est comme ça qu'on va la suivre, vraiment plus de façon épistolaire. C'est une fougueuse, elle est libre, elle est sauvage, elle est pleine d'entrain, c'est vraiment un personnage qui m'a semblé rayonnant, voilà, très solaire. Florence, au contraire, c'est pas que c'est un personnage taciturne ou autre, mais elle est très sage, elle est très calme, elle perçoit toujours un peu tout ce qui l'entoure, elle va toujours tout calculer à l'avance, voilà, l'anticipation en fait d'à peu près toutes les choses qui pourraient se passer dans sa vie, sauf qu'un jour elle va tomber amoureuse. Et après ce coup de foudre, en quelque sorte, sa vie va radicalement changer vu qu'elle va tomber enceinte très jeune, elle va se marier mais sans vraiment finalement aimer son mari plus que ça, voilà, c'était un coup de foudre mais c'était pas l'amour. Et c'est un peu comme ça que finalement va commencer sa vraie vie, mais quelle vie, hein, c'est pas vraiment ce qu'elle avait choisi de faire parce que avec ses différentes grossesses elle va devoir arrêter de travailler, son mari se montre être tout d'un coup complètement différent de l'homme qu'elle avait connu avant, il commence à devenir violent, bref, c'est vraiment pas la joie. Mais de son côté, Andréane va elle aussi tomber amoureuse d'un homme dont elle ne devrait pas tomber amoureuse. Et du coup, les deux sœurs vont être liées à vie par leurs histoires, elles ne pourront jamais se défaire l'une de l'autre finalement, elles ne le voudront pas, hein. Les deux sont très proches et elles vont le rester même si leurs vies vont prendre des tournants radicalement différents. Et bien sûr plus l'histoire avance, plus on arrive dans le tome 2, le tome 3, on va voir les années s'étirer encore plus jusqu'à arriver aujourd'hui de nos jours. Donc on traverse pas tout à fait un siècle mais presque en compagnie de cette famille et de tous leurs enfants et de tout ce qui va s'en suivre, de la petite vie de chacun, des choix de certains et de leurs problèmes aussi. Et outre le fait qu'on va parler en effet à un moment donné de pédophilie dans cette histoire, encore une fois je le précise, d'une façon et d'un biais vraiment particulier que j'avais jamais vu avant, on va aussi parler de plein d'autres choses. Il y aura la dépendance à l'alcool et à la drogue, on va parler de rêves brisés, de rêves qui arrivent beaucoup plus tard, où finalement on se dit notre vie elle est terminée, j'ai 50, 60, 70 ans, je peux plus rien faire, qu'est-ce que je pourrais construire encore aujourd'hui? Et finalement non, ces personnages-là nous prouvent que c'est possible. C'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu une vie qu'on peut pas en vivre une deuxième ou une troisième ou même une quatrième. Et chacun d'entre eux en fait va nous montrer ça, ils vont nous apprendre aussi je trouve beaucoup de résilience et de bienveillance, déjà par rapport à nous-mêmes et aussi au regard qu'on peut porter sur certaines personnes dont on connaît assez peu l'histoire finalement. Donc tout ça en fait, tout ce mélange de waouh, de sentiments, bref, ça a été assez explosif pour moi et pourtant on est dans le genre de romans que j'aime beaucoup, qui m'ont fait un peu penser à la trilogie Le goût du bonheur de Marie Laberge, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. En fait, quand on revoit la trilogie, on se dit waouh, il s'est passé tout ça dans la vie de ces gens, c'est immense, c'est dingue ce qui leur est arrivé, mais c'est écrit d'une telle façon calme, posée, fluide, que limite tu as l'impression que c'était un long fleuve tranquille en fait, alors que pas du tout. C'est ce qui a rendu cette lecture pour moi si particulière, si marquante, on va dire aussi, c'était justement la plume de Micheline Duff. De rendre avec une plume ordinaire, et c'est pas du tout une critique ce que je dis ou une insulte, enfin c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est que c'est une plume qui est douce et qui en même temps va te montrer des choses dures. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je la retiens et qu'elle m'a fait me poser beaucoup de questions, plein de voilà. Et je vous laisse d'ailleurs la réflexion que je me suis faite par rapport à ce livre et par après dans la barre d'infos. Ah oui, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Mission Houga de Caroline Franc aux éditions Pocket. Ça a vraiment été le petit livre, la toute petite lecture qui a débarqué un peu de nulle part, que je m'étais réservé, même pas pour le Cold Winter à la base, parce que je m'étais dit février c'est toujours le mois charnière où je suis encore dans l'hiver mais plus trop non plus, et puis j'ai envie d'un truc un peu doux, un peu sympa.
je me suis gardée mission Houga et j'ai tellement bien fait, c'était un petit bonbon. Je sais, je vous en ai déjà reparlé beaucoup de fois, je le présente à chaque fois qu'on me demande une petite lecture sympa, un peu Noël, un peu hiver, cosy, tout ça. En fait, pour moi, ça a été le petit livre pour lequel j'avais des préjugés, mais j'étais ok de le lire pour ce genre de préjugés. Je me disais oui, je vais me lancer dans une petite histoire, un peu cucul-à-praline peut-être, mais tu sais quoi, je suis en condition, j'ai envie de lire ça d'un côté. Et j'ai eu ça, mais de façon encore meilleure. En fait, c'est comme quand tu vois un gâteau au chocolat, tu sais quel goût ça a un gâteau au chocolat, je veux dire, tu vois, t'es pas... Voilà. Mais il est... Genre, tu sais, t'as le goût du chocolat, et puis t'as le goût de ce gâteau au chocolat. Il est encore meilleur que ce que tu imaginais. Voilà. Donc là, je suis tellement en train de vous dire que ce livre est génial que les gens qui vont le lire, ils vont faire... Ouais. Et dans ce petit roman, on rencontre Chloé, qui est journaliste, mais à fond, hein, trash sur le terrain. Elle va vraiment dans les zones les plus difficiles du monde pour récolter un max d'images, un max d'infos, etc. Puis ensuite, elle rentre à sa rédaction, elle écrit ses articles et elle repart. C'est vraiment une mordue de boulot et une mordue de son boulot et de ses domaines. Elle sait dans quoi elle est bonne, pourquoi elle fait ça, etc. Un jour, elle vient à la rédac, elle commence à écrire son article et bim, le serveur plante ou je sais plus quoi, problème, Chloé n'avait pas enregistré son travail. Donc là, c'est l'explosion. Mais quand je dis, moi l'autre jour par exemple, j'ai effacé un document dont j'avais besoin, sans faire exprès, et j'arrivais plus à remettre la main dessus. Hein, mais genre impossible, le truc avait disparu de l'ordinateur. Bon, c'est chiant, tu te dis, mais c'est pas grave, tu recommences, tu vois, c'était un peu long à faire, mais bon, bah voilà, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est plus là, il est plus là, bref. Mais là, Chloé, c'est pas juste le « oh, c'est un peu chiant », non, c'est... Si elle avait pu mettre le feu au bureau de la rédaction, elle l'aurait fait. Donc, son patron la renvoie chez elle, écoute, réfléchis, t'as été un petit peu dur, et quand elle revient le lendemain, elle est prête à s'excuser, sauf que son patron... il a pas trop envie de ça pour elle. Il se dit, écoute, là, t'as été un petit peu trop... Voilà, je vais te renvoyer sur le terrain. Et là, elle s'attend déjà à une mission voilà, de malade. Sauf que pas du tout, hein, elle va pas du tout aller en Syrie ou en Iran ou que sais-je. Non, son patron l'envoie au Danemark, dans une petite ville qui est réputée pour être la plus heureuse du monde. Pourquoi ? Donc en gros, son but, c'est d'aller là-bas, sur place, et de vivre comme ces gens pour comprendre pourquoi ils sont si heureux. Donc pour elle, c'est le non, c'est pas une bonne idée, hein, clairement, elle a pas du tout envie de ça. Et bah, elle va le faire quand même, hein, parce que sinon elle perd son job. Donc elle va se retrouver au Danemark, dans une petite ville hugelique, hein, avec vraiment tous les petites loupiottes, le tricot, les grosses couvertures, les chaussettes, les bougies, le thé, voilà, la petite maison d'hôte absolument adorable, son petit job de serveuse dans un café tout mignon, un gars mignon aussi. Donc là, tu commences à sentir la guimauve, tu vois, le truc où tu te dis, je l'avais vu venir, je vois. Sauf que non. Pas du tout. Caroline Franc, elle arrive pour moi à faire ce que peut-être les américaines n'arrivent pas trop à faire dans les comédies romantiques un peu Noël. C'est que ça va toujours trop loin, c'est toujours trop... Il a perdu toute sa famille, il n'arrive plus à s'en remettre, etc. En fait, on a tellement déjà vu ça, ce genre de personnage-là. C'est pas que c'est pas tragique, c'est pas qu'on n'est pas de tout cœur avec eux, mais c'est juste que on l'a vu et revu et revu. Là, d'un côté, on a juste un personnage, ça pourrait être nous, quoi. Pour moi, ça a été vachement plus palpable. Le personnage de Chloé, je me suis beaucoup plus identifiée à elle que les autres personnages que je rencontre dans les romances de Noël habituelles. Et là aussi, où elle a fait très très fort, c'est qu'en à peine 200 pages, elle a tout planté. Je veux dire, l'histoire, elle tenait, elle était pas trop longue, trop courte, trop... Non, c'était juste voilà, le calcul, le schéma parfait. Plein de fois, mais vraiment plein de fois, elle aurait pu se dire, je vais aller plus loin, je vais creuser dans ce sens-là, et du coup mon perso il va aller là, puis il va rencontrer telle personne, puis il va faire ça, puis après il va lui arriver ça. Elle aurait pu tirer et tirer et tirer, mais elle l'a pas fait, et moi j'ai trouvé que ça c'était vraiment très très bien, parce que du coup c'est juste suffisant. Tu vois, c'est la part de gâteau au chocolat, on en revient, franchement je vais aller me faire un gâteau au chocolat après cette vidéo, c'est pas possible. On en vient à la part de gâteau, où tu t'es coupé la tranche parfaite. Déjà de 1, il est meilleur que ce que t'imaginais. Donc t'as pas non plus envie de te gaver jusqu'à oh, parce que c'est pas le but, sinon tu perds tout le plaisir de ce fameux gâteau au chocolat, qui est déjà meilleur que tous les autres gâteaux au chocolat que t'as pu goûter. Donc autant te couper la part idéale. Et quand t'arrives à couper la part idéale, c'est quand même trop bien. C'est comme boire un thé à la température parfaite. Ouais, c'est cette sensation
de mettre des chaussettes neuves. Vous savez, elles sont toutes douces, toutes nickel, elles vont pile poil à tes pieds, elles sont plus... Bref, je m'égare. Mais voilà ce que je voulais dire par rapport à ce petit livre qui paye pas de mine, il est juste nickel. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, salut, au revoir. Ah, mon Dieu. Vous savez que j'ai hésité, je me suis demandé quand est-ce que je l'avais lu celui-ci, parce que j'ai l'impression qu'il fait tellement partie de moi maintenant déjà, de ma vie de lectrice, que je me disais... Mais non, mais celui-là, je l'ai lu il y a plus longtemps que ça. Et pas du tout, je l'ai lu là au mois de février 2020. Il s'agit de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Ce livre, je vous en ai parlé dans un petit post sur Instagram, d'ailleurs un des seuls posts Instagram que j'ai fait de mon année. Et dans ce post, je vous parlais de ce livre et je vous parlais de la rencontre idéale. Ce livre, j'en entends parler depuis sa sortie, je crois. Il est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant. Et à chaque fois, les gens me disaient « Ah, mais toi qui aimes les histoires avec des sorcières, le côté Wicca, le côté nature, surtout le côté historique de la sorcière finalement, tu devrais absolument lire Un bûcher sous la neige. » Et je le savais. Je veux dire, vous savez, c'est le genre de livre, vous l'avez perçu, vous connaissez son existence, mais il y a un truc pour l'instant qui vous freine. Et moi, c'était exactement ça avec Un bûcher sous la neige. Je savais que c'était un livre qui était fait pour moi. Je savais que ça allait le faire, en fait. Bêtement, j'étais convaincue avant même de me lancer. Et puis, il y a peut-être 1 année et demie de ça, à peu près, ma tante me le prête. Et là, je me suis dit, c'est un signe. Je l'ai jamais acheté en me disant, non, pas maintenant, je le sens pas tout de suite, je suis pas dans le mood, c'est pas le moment. Et puis au moment où elle me l'a prêté, je sentais que c'était pas encore le moment, mais je me disais, ben tiens, j'ai bien fait de pas l'acheter, c'était un signe, il fallait pas que je l'achète vu que quelqu'un a pu me le prêter. Et oui, c'était génial. C'était... Là, encore une fois, je pense que c'est le genre de lecture qui marque une vie de lectrice quand on le découvre pour la première fois. Même quand on sait plus ou moins dans quoi on se dirige, on sait un peu à quoi s'attendre. L'histoire de Korag, elle est tout simplement... J'en perds mes mots. Vous le voyez bien. Et à partir de ce moment-là, donc on est dans le présent avec une Korag enfermée, une Korag sale, triste, terriblement mal, et puis quelqu'un va venir écouter son histoire. Un homme d'église qui à la base n'a pas beaucoup foi en cette jeune femme parce que pour lui c'est une hérésie. Il n'est pas du tout là pour l'aider en fait, il est vraiment là pour autre chose, vraiment beaucoup plus politique. Et comme cette jeune fille a vu des choses que personne d'autre n'a vu, il se dit peut-être qu'elle pourra m'apprendre des choses. Sauf que elle va pas juste lui raconter ce qui s'est passé le fameux jour qui a tout foutu en l'air, elle va lui raconter toute sa vie. Et du coup, elle va revenir sur son enfance, où elle a vécu avec sa mère dans un petit village, qui les prenait déjà pour des sorcières, sa mère qui a été tuée pour sorcellerie, et sa mère qui a demandé à sa fille de partir le plus loin possible. Et c'est là où elle est arrivée, dans ce petit village, où elle s'est pas justement mêlée aux gens. Elle s'est dit, il faut que je vive à l'extérieur, il faut pas qu'on me perçoive d'une façon négative. Sauf que là, elle va pas rencontrer juste des gens, elle va rencontrer des gens adorables, des gens qui vont être gentils avec elle, qui vont la protéger, mais parce que aussi, elle arrive à les protéger d'une certaine manière. Donc, il y a comme une sorte de terrain d'entente qui commence un petit peu à se lier entre eux. Et enfin bref, je fais un résumé tout pourri parce que quand j'aime un truc, j'ai de la peine à en parler. Mais ce livre était dingue. Voilà, il est beau juste dans sa façon d'être écrit aussi. Le style qu'a voulu donner Suzanne Fletcher à ce récit, il est pas commun. C'est pas juste une histoire troisième personne du singulier où voilà, on suit un personnage. C'est vraiment écrit d'une façon très marquante. Voilà. Et oui, c'est à lire une fois dans sa vie, je pense. Voilà. Mais attendez le bon moment, il n'y a pas d'urgence. Ah, un petit flop quand même, hein? Allez, quand même. Ah, c'est con, parce que vraiment, j'avais plein d'espoir pour ça, pour ce titre. J'ai lu le tome 4 de La ferme des Nechov, enfin de la série des Nechov de Anne Beragde. Je porte vraiment cette trilogie, donc les 3 premiers tomes, en admiration parce que j'ai adoré les 3 tomes. Ils étaient merveilleux, fabuleux, tout ce que vous voulez. Et puis est sorti le tome 4. Donc là, d'abord j'étais très heureuse, forcément, quand tu aimes une série, quand tu aimes des personnages à la plume d'une autrice, etc. Et tu vois qu'elle continue avec les mêmes personnages, tu fais oh, trop bien, je vais en apprendre plus sur eux en fait.
Et dégringolade. Ah, c'était pas... Donc à la base, La ferme des Nechov, pour vous résumer le premier tome en tout cas, si ça vous donne envie, parce que celui-là il est vraiment très très bien, jusqu'au 3 c'est vraiment top. Donc on se retrouve en plein cœur de la Norvège et une femme âgée, très malade, demande à revoir ses 3 fils. Parce qu'elle est sur le point de mourir et que les 3 fils ne vivent plus avec elle, ou en tout cas il n'y en a plus qu'un. Les autres sont partis vivre leur vie parce que la mère, on peut pas dire que c'était une mère très aimante ou très gentille, ou voilà, c'était une personne très rude, très dure, très froide, qui faisait fonctionner sa ferme, un point c'est tout, et tant pis, dommage s'il y avait des dommages collatéraux. Donc les 2 fils manquants reviennent, et l'un d'entre eux va même demander à sa fille, qui est grande, qui a une trentaine d'années, de venir pour voir sa grand-mère qu'elle n'a jamais rencontrée en fait finalement. Et une fois que tout ce petit monde est réuni à la ferme de la famille Nechov, il y a des choses qui vont commencer à être dites. Certains personnages savent des choses que d'autres savent pas, et puis voilà, ça va partir un peu en cacahuète à certains niveaux. Mais c'est une saga familiale pour moi, qui est pas du tout dans la douceur, ou dans le côté même tendre et beau d'un Marie Laberge par exemple, ou d'un Silence à l'autre de Micheline Duff que je vous ai présenté juste avant. Non, on est vraiment dans un truc hyper piquant. En fait, t'as envie à certains moments de faire partie de cette famille, puis 3 pages après tu dis ah mais non, non je veux pas en faire partie. Mais ça a vraiment eu ce côté sur moi hyper addictif, où en fait je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer pour ces personnages-là. Et il y a des grosses révélations qui arrivent à chaque fin de tome, qui sont quand même assez explosives. Voilà. Donc je reviens à ce tome 4 où on découvre la suite de leurs aventures, techniquement, vous l'aurez compris. Et alors, si je pouvais vous donner un conseil, si vous avez aimé la trilogie de base, lisez pas le 4. Mais lisez pas le 5 et le 6 du coup. Parce que bon, moi j'ai pas été plus loin, j'ai lu le 4. J'ai pas aimé ce tome 4, ça m'a suffi, je me suis arrêtée là et je me suis dit bon tant pis, je ne lirai pas la suite ni la fin, parce que là le 6 est sorti du coup et ça signe vraiment la fin de la série, comme j'ai cru comprendre. Mais c'est dommage en fait d'être là avec ton tome 3, donc t'as fait le tome 3 il est ici, et tu te dis tiens je vais faire un tome 4 et en fait ça fait dégringoler tout, voilà. Donc d'un côté je préfère oublier l'idée que j'ai lu ce tome 4 et juste me contenter des 3 premiers tomes qui sont absolument géniaux. Je ne me lasserai pas de les recommander je pense, mais tout en précisant que c'est une trilogie pour moi et que la suite n'a pas besoin d'être lue. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce tome 4 qui vraiment change absolument tout? Rien. Ah mon dieu. Mais en fait non, je me rends compte que j'ai eu un bon début d'année 2020, vraiment un très très bon début d'année. J'ai lu Le complexe de la sorcière de Isabelle Sorrente, j'ai envie de la dire comme ça, aux éditions J.C. Lattès. Et alors ce livre, il est waouh. Oh, comment je vais vous résumer ça? Je sais pas. Je cherche. Pour moi, c'est l'autrice qui nous parle. C'est pas vraiment précisé, mais on va dire que c'est ça. Et l'autrice est en train d'écrire une sorte d'article, de projet de travail en tout cas, sur une sorcière qui a brûlé à l'époque des bûchers aux sorcières, des chasses aux sorcières. Et à travers ce personnage-là, qui va tellement la travailler, c'est clair, elle est à fond dedans tous les jours, elle parcourt des articles, des thèses, etc. sur la chasse aux sorcières, ou sur les chasses aux sorcières, que ça va complètement l'obnubiler et elle va en rêver, elle va vivre en fait littéralement à travers ce personnage historique, si bien qu'elle va commencer à se poser des questions sur toutes les choses que les chasses aux sorcières ont engendrées par la suite sur les femmes. En gros, c'est une sorte de... c'est un roman-essai, c'est un mélange des deux, sur tout ce que inconsciemment les chasses aux sorcières, le Maleus Maleficarum, donc le fameux marteau des sorcières, pourquoi tout d'un coup là le soleil il s'est dit hey coucou, je viens t'embêter. Donc avec toutes ces questions sur le legs finalement que ça a pu avoir sur les générations futures, ce côté chasse aux sorcières, chasse aux femmes qui savent des choses que certains hommes ne savent pas, etc. Elle va se questionner sur elle-même, sur sa propre condition, sur les fois où elle-même elle s'est sentie jugée ou moins bonne, ou ouais, de toutes ces questions en fait que quand t'es une femme, t'es obligée de te la poser à un moment ou à un autre.
Et j'ai trouvé que c'était fait d'une façon... Waouh. Tu sais, quand un auteur ou une autrice, et là, une autrice en l'occurrence, arrive vraiment à mettre des mots super clairs et limpides sur des situations que toi-même tu vois ou tu as vues et qui te touchent vraiment particulièrement, mais c'est juste... Voilà, le terme mind-blowing en anglais me vient immédiatement à l'esprit parce que oui, t'as tout ton esprit qui fait... Et qui suffoque littéralement parce que c'est exactement ça. Et c'est le genre de choses que toi t'aurais vraiment voulu dire à certains moments et que t'as jamais, parce que forcément t'as jamais les bons mots au bon moment. Là tu les as enfin. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Confinement. Enfin semi-confinement pour nous, mais on était quand même dans une sorte de pseudo-confinement quand même. Donc voilà quoi, il fallait pas sortir de chez soi. Et j'ai pas particulièrement plus lu à ce moment-là. J'étais trop angoissée, j'étais trop... dans une ambiance, en fait toute l'ambiance était tellement bizarre que je me sentais pas... trop bien, je vais lire. Non, j'arrivais pas. Mais oui, j'ai lu parce que c'est rare que je passe un long moment sans lire un livre. Malheureusement, il suffit que je sois pas dans un bon mood, comme ça a été le cas en mars-avril, et toutes les lectures que j'effectue à ce moment-là me semblent moins bonnes, ternes. Je suis pas 100% à leur affaire, donc je suis un peu... Voilà, un peu dans les nuages et je pense à d'autres choses en même temps que je lis. Donc à la fois c'est pas hyper agréable de lire comme ça et en même temps je peux pas m'empêcher de ne pas lire. Voilà, parce que j'ai envie de lire, je suis dans cette envie de découvrir de nouvelles choses, de me vider la tête, de penser à d'autres choses. Et une des façons de le faire pour moi c'est de lire. Et pourtant je sais que quand je suis pas dans le bon mood ou que je suis angoissée ou stressée, bah j'arrive pas à lire. Donc c'est le poisson, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, on connaît le truc. Voilà. Mais j'ai lu, et franchement j'étais jusqu'au bout pour voir si c'était bien, j'ai lu Ainsi puis-je mourir de Viviane Moore, que j'avais dans ma wishlist depuis une éternité, mais vraiment très très longtemps. J'avais craqué sur cette couverture quand il était sorti, et puis je l'avais jamais pris. Et puis, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Par hasard. Je me dis, mais c'est le destin, tout ça, enfin voilà, je vous en ai parlé avant du destin, hein, la rencontre entre toi et un livre. Voilà. Et il faut croire que si je l'ai pas acheté pendant toutes ces années, c'est que je le sentais. Je le sentais dans un truc que c'était pas... Voilà. Donc de très loin, cette histoire peut vaguement faire penser à Rebecca de Daphné du Maurier. Purée, j'allais la voir quand même. Que j'avais adoré. D'ailleurs, il faut absolument que je regarde l'adaptation sur Netflix, la nouvelle, parce que je ne l'ai pas encore vue. Hein, que voulez-vous? Voilà. Bref, mais vraiment de très loin. On va rencontrer une jeune femme qui rencontre un homme. Je crois qu'ils se rencontrent en vacances en plus, vraiment. Enfin, voilà. Et ils vont se marier et elle va arriver dans son château, manoir, qu'il a toujours. Donc, par contre, on est de nos jours. Hein, donc, c'est pas commun que quelqu'un vive encore dans un château aujourd'hui. Mais lui, voilà, il a ce domaine dans sa famille et tout, donc ils y viennent. Elle est romancière et en gros, elle va s'inspirer des lieux où vraiment ont vécu des personnages historiques pour écrire l'histoire de ces personnages. Donc une jeune femme qui aimait un homme, qui finalement, ils n'ont pas pu se marier, donc lui, il est parti, elle est partie, ils ont absolument voulu se retrouver, mais ils pouvaient pas se retrouver. Enfin bref, c'était un bordel pas possible, donc elle décide d'écrire leur histoire. Et à côté de ça, elle sent des choses qui vont pas très bien. Tout d'un coup, la sœur de son mari arrive et lui reproche des choses, ou ne l'apprécie pas, ou croit que sa nouvelle belle-sœur ne l'aime pas. Et tout ça, en fait, elle va le sentir, elle va se sentir de plus en plus en marge de cette famille et pas du tout à son aise, en fait. Bah voilà. Non. La plume, les personnages, l'histoire en tant que telle, les intrigues dans l'intrigue, et pourtant c'est un concept que j'aime bien habituellement, quand t'as cette sorte de, voilà, ces flashbacks, on revient en arrière, puis tu sens une sorte de fil rouge et de résonance entre les deux époques, mais là, soit c'était pas utilisé comme, voilà, comme j'aurais voulu, soit juste non. Je sais pas, le tout, en fait, toute l'ambiance était pas dingue. Alors peut-être que c'est moi aussi qui me suis imaginé, ça m'arrive aussi des fois parce que je vois une couverture, je vois un résumé et mon cerveau il va plus vite que moi et du coup il imagine une histoire potentielle qui pourrait
être le livre que je vais lire, et en fait quand je le lis, bah c'est pas du tout ça, et en fait ce que j'avais imaginé pour moi, ça m'aurait plus plu, et bah, c'est parce que l'auteur ou l'autrice a fait. Voilà. Donc voilà, c'est un peu la faute à pas de chance aussi. Maintenant, est-ce que je retenterai un Viviane Moore? Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai pas été transcendée par le style, quoi. Voilà. Alors, pendant ce semi-confinement, je me suis du coup attelée à lire les 2 premiers tomes de la série Les Amours de Lara Jean, donc la fameuse trilogie à tous les garçons que j'ai aimé, parce que j'avais été contactée par Panini Books qui m'avait demandé de faire quelque chose sur Instagram, photos, box, concours, etc. Donc j'avais eu un partenariat avec eux, j'ai reçu la box que j'ai pu faire gagner, et du coup bah, j'ai lu les livres, hein, forcément, parce que voilà, je peux pas faire un truc sans lire d'abord. Bref, je m'égare. J'avais adoré le premier film et du coup je m'étais retenue de voir le film 2 pour me dire d'abord je lis le livre et ensuite je regarde le film. Sauf que je peux pas lire le livre 2 si j'ai pas lu le livre 1, même si j'avais vu le film 1. Vous voyez où je veux en venir? Bon. Alors du coup j'ai lu le livre 1, bien que je connaisse l'histoire grâce au film. Mais j'ai adoré ce premier tome. Franchement, c'est assez rare que je pense ça, mais j'ai plus aimé le film 2 que le livre 2. Mais par contre, pour ce qui est du livre 1, je l'ai préféré au film. Voilà. Donc là, pour le coup, je vous fais pas trop de résumé parce que, en gros, je pense que la plupart d'entre vous avez soit vu, soit lu, donc vous connaissez l'histoire. Bref, Lara Jean écrit à chaque fois qu'elle a un coup de cœur pour un garçon, une lettre à ce garçon qu'elle n'envoie jamais, sauf qu'un jour, les lettres vont partir et vont arriver à destination des garçons auxquels elles sont destinées. C'est un peu le truc. Sauf que c'était pas prévu, et du coup, ah mon dieu, c'est le drame de sa vie, et ça va foutre un bordel monstrueux, mais c'est assez rigolo, c'est... Il n'y a pas tout qui est bienveillant, mais c'est assez bienveillant quand même, j'ai trouvé. Bon, dans les grandes lignes, je m'en souviens plus de tout non plus, mais voilà, je trouve pas que c'est le truc Enfin, c'est pas le truc le plus horrible que j'ai lu niveau bienveillance. Il y a des endroits et des scènes où ça pourrait être mieux, mais voilà. C'est juste que je l'ai mis dans mon top de cette année parce qu'on était dans la période du semi-confinement et que c'est vraiment une lecture qui m'a fait du bien à ce moment-là et que je l'ai vraiment préféré au film, et c'est assez rare que je fasse ça, c'est-à-dire que je lis un livre après avoir vu son adaptation finalement, et des fois je devrais le faire un peu plus souvent, voilà. Oh, La nuit d'avant de Wendy Walker, flop, gros flop. Je savais pas à quoi m'attendre parce que Wendy Walker je l'avais jamais lu, j'en avais entendu pas mal de bien de ses précédents ouvrages, donc je me suis un peu dirigée comme ça, voilà, oh, pourquoi pas. Donc je l'ai lu et bon, c'était pas... Pourtant il y a cet aspect que j'aime bien, un peu très très loin, hein. Encore une fois, moi quand je fais des liens entre certains ouvrages, c'est à des kilomètres, hein. Ça m'a légèrement fait penser aux apparences de Gillian Flynn. Gillian Flynn, c'est une de mes autrices de thriller favorites. D'ailleurs, Gillian, si tu passes par là, écris quelque chose, s'il te plaît. Fais un truc, je t'en supplie. Donc Gillian Flynn, c'est Sharp Objects, sur ma peau en français, c'est Les lieux sombres, et Les apparences, Gone Girl pour le film et pour le livre en anglais. Et alors dans le Wendy Walker, là, celui dont je vous parle, on a ce fameux moment où l'un des personnages, le personnage qui disparaît, est toujours là, vit sa vie jusqu'au moment de sa disparition. Et ensuite, en parallèle de ça, je suis en train de faire des schémas avec mes mains, ça va pas du tout. En parallèle de ça, on a la vie d'un autre personnage, là en l'occurrence la sœur de la disparue, qui elle vit sa vie en cherchant sa sœur, parce qu'elle a déjà disparu. Mais enfin, vous voyez, dans la construction, on vit en même temps la disparition et la vie d'avant la disparition, ça se passe au même moment. C'est très compliqué à raconter. Pourquoi j'essaie de faire des résumés quand ça marche pas, en fait, hein? Arrête, voilà. Donc, notre disparue se remet très très mal d'une rupture. Elle essaye de se créer un profil sur des sites de rencontres, et puis elle va rencontrer en vrai un homme avec qui elle va aller boire un verre, etc. Et en fait, toi, tu suis ça en sachant déjà qu'elle a disparu, vu que c'est le principe, tu suis en parallèle sa sœur qui la recherche. Et tu te demandes à quel moment elle disparaît, à quel moment ça pétarade, quoi. Il est où le climax, quoi.
c'était pas mauvais, mais il n'y avait pas de... Waouh, c'était trop bien. Genre la même gueule que j'ai fait pour les apparences, quoi. Dire les apparences, j'ai compris le truc, j'ai fait... Quoi? What? Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas lu Gillian Flynn, allez-y. Voilà, c'est trop bien. Moi, mon favori, c'est Les lieux sombres, puis Sur ma peau, puis Les apparences. Mais franchement, ça se joue à pas grand-chose, parce qu'ils sont vraiment les trois très très bien. Mais pour en revenir au Wendy Walker, c'est bien, mais c'est un peu bof, quoi. C'est bien, ça pourrait être mieux. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là, celui-ci. Mon Dieu. Ça, c'était pas possible. Alors ça, je vous mets, c'est un flop, mais c'est un flop que j'ai même pas terminé. Je crois que j'ai été jusqu'à la page 50. Et à la page 50, j'ai fait « Nope, j'arrête là !» J'avais sorti de ma pile à lire, je me souviens, c'était pile au moment où on déménageait. Vous savez, il y a des moments comme ça dans votre vie, ils sont marquants, et du coup, la lecture que vous faisiez à ce moment-là, bah, elle y est automatiquement rattachée. Et je me souviens que ce livre-là, je l'avais commencé parce que justement, on était tout en période de déménagement et tout, et je m'étais dit, il me faut un truc un peu chill, tu vois, qui me permette de décompresser un petit peu. Donc je commence Debbie Macomber, L'amour par petites annonces. Et ça commence bien, enfin c'est mignon tout plein, c'est chou. Lui, il doit s'occuper des enfants de son frère et de sa belle-sœur qui sont morts dans un accident de voiture, et sauf qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Lui, il a une exploitation agricole à côté, donc voilà, s'occuper de 3 enfants en plus, c'est un peu compliqué. Donc plutôt que de se payer une nounou, parce qu'il peut pas, il cherche à se marier. Et ses potes lui disent un peu « Ouais, tu devrais mettre une annonce pour trouver une femme, c'est des choses qui se font. » Déjà rien que là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, vous voyez ce que je veux dire? Et il fait ça, et à l'autre bout du pays, il y a une bibliothécaire qui voit son annonce, et qui va y répondre. Parce que elle a 30 ans, elle a toujours personne, voilà, elle aimerait bien rencontrer l'amour, et puis elle se dit, là, c'est 3 pauvres enfants qui ont besoin d'une maman, quoi, en gros, je peux pas les laisser comme ça. Donc elle va accepter, mais il y a des passages. Non, pour vous dire que je m'arrête à la page 50, c'est que vraiment, j'ai fait... Mais on est où, là? On est dans les années 50, qu'est-ce qui se passe? En gros, le mec, il est très le cliché de l'homme que t'aimes pas. Pourtant, je pense pas que c'est un mauvais gars, mais l'histoire, après avoir vérifié, du coup, bah j'avais pas vérifié au début, elle a été écrite et publiée pour la première fois dans les années 90. Et du coup, à mon avis, alors je sais que quand j'ai dit ça la première fois où je vous l'avais présenté dans un flop de l'année, où j'avais dit oui, dans les années 90, bon, peut-être que ça peut passer, ou en tout cas ça passait peut-être plus niveau publication, mais pas aujourd'hui. Voilà. Et je sais que certains ou certaines n'avaient pas trop apprécié que je dise ça. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et peut-être que des gens, ça les dérange pas de lire des histoires comme ça, où l'homme prend vraiment la femme pour une pauvre petite chose fragile déjà, ou qui doit tout simplement être bonne à baiser. Heureusement qu'elle est pas... En plus, c'est ça le pire, c'est qu'il arrête pas de la décrire par son physique, tout le temps. Alors que honnêtement, elle a plein d'autres choses à offrir, quoi. Je veux dire, enfin, le personnage féminin, oui, c'est un cliché en lui-même, mais elle est gentille, quoi, je veux dire. Enfin, c'est une chouette nana, elle est sympa. Déjà, elle déménage à l'autre bout du pays pour s'occuper de 3 enfants qui sont même pas les siens, pour se marier. Non, mais déjà, rien que là, moi, j'aurais dû... Mais non, mais franchement, des fois, je me dis, mais pourquoi tu t'écoutes pas un tout petit peu plus? Non, juste non. Voilà. Gros flop. Enfin, abandon, carrément abandon, là. Voilà. Du coup, après, petit top, avec Nos âmes la nuit, de Kent Haruf. Ah, celui-ci. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait ces listes de lecture par saison, parce que du coup, je m'amuse vraiment beaucoup à lire des livres qui vont avec la saison dans laquelle je suis. Et Nos âmes la nuit, c'est exactement ça. C'est une lecture d'été, et ça m'a vraiment fait du bien de lire ça en été. C'était doux, chaleureux, tendre et d'une simplicité folle, mais vous savez, la simplicité qui vous fait du bien. C'est 2 vieilles personnes, Addie et Louis. Addie est veuve, Louis est veuf, et en gros pour elle, le plus difficile c'est la nuit. C'est dur de dormir, de dormir seule la nuit. Donc elle va aller sonner chez son voisin et lui demander s'il veut bien passer les nuits avec elle. Juste dormir à 2 dans le même lit, voilà, pour se tenir compagnie en gros. Et ça va devenir un petit peu plus.
Mais ça devient un petit peu plus, mais d'une telle façon que c'est... Waouh. Waouh. Et l'adaptation sur Netflix est géniale. Voilà, elle est très très fidèle. Les acteurs sont terribles dedans. Enfin, magnifique. Une magnifique histoire parce que elle est bouleversante par sa simplicité en fait. Ouais, c'est tout ce que je peux en dire. Ah oui, c'est mon dernier flop, je crois, ça, celui-ci. Ouais, ça doit être mon dernier flop. C'est La vérité à propos d'Alice de Catherine Webb. Flop, pourquoi? Parce que ça partait bien pourtant, donc on est dans tout ce que j'aime, l'histoire avec secret de famille, ça se déroule durant les années 1800 je dirais, et une femme va se marier, épouser l'homme qu'elle aime, et puis petit à petit tout va... Voilà, elle déchante assez rapidement, ils s'installent dans leur nouvelle maison, mais c'est pas idéal. Lui, tu sens qu'il cache en plus 2-3 trucs. Il aimerait appartenir à une certaine classe de la société auquel il n'appartient tout simplement pas, et du coup il essaye, absolument, sauf que ça marche pas. Et puis cette femme, Rachel, on la regarde un peu de travers, là où ils viennent de déménager, parce qu'elle ressemble étrangement, et comme 2 gouttes d'eau, à une femme qui a disparu il y a une dizaine d'années. Et la bonne de cette femme de cette Alice du coup, essaye un peu de savoir pourquoi les 2 femmes se ressemblent et si elle connaîtrait pas Alice du coup, si cette Rachel ne connaîtrait pas Alice qui a disparu. Donc on va s'intéresser à ces 2 familles, à cette bonne, à ce mari qui tout d'un coup change du tout au tout. Et l'histoire, l'intrigue est assez intéressante, mais la révélation finale elle est pas top. Franchement, il n'y a même pas de vraie réponse en plus pour un truc, et ça m'a saoulée. En fait, quand t'as juste une réponse pour un truc, mais que t'as encore plein d'autres questions, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça, limite, quoi? Enfin, j'aime pas quand ils font ça, quand les auteurs font ça, ça me déplaît fortement, de te distiller des intrigues comme ça, puis de dire, j'ai pas répondu, tant pis. Et puis même tous les personnages, mais vraiment tous, il n'y en a pas un où je me suis dit, ah, celui-là il est chouette, j'aime bien le suivre. Non, que ce soit la bonne, que ce soit Rachel, que ce soit le maître de maison, c'est vraiment pas des personnages attachants ou intéressants. Je dis pas qu'il faut aimer tous les personnages d'un livre, bien au contraire, il y en a qu'on adore détester d'ailleurs, mais là, il y a même pas ça en fait. Ils sont tous très plan-plan, rien. J'ai rien ressenti pour aucun d'entre eux. Ça a été le gros flop. Celui-là, je vous ai pas mal saoulé et j'ai vu sur les réseaux que beaucoup d'entre vous avaient été réceptifs à cet avis parce que du coup, je l'ai vu passer chez beaucoup de monde. C'est Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Ah ouais, alors celui-là... Ouais, je comprends totalement que vous l'ayez aimé. Il est tout simplement... Waouh. C'est un couple qui... va se mettre ensemble alors que rien ne les prédestinait à se mettre ensemble. Elle préfère les hommes plus âgés et lui, c'est un guide de rivière et voilà. Enfin, vraiment, de base, ils n'étaient pas censés finir ensemble. Mais bon, qu'importe, quand l'amour se présente, finalement, tu te fais confiance. Et c'est exactement ce que Maddie va faire avec Dalt. Ils vont se marier et ils vont commencer à vivre leur vie. Et t'adores les suivre en fait. Voilà, ils sont pas comme les autres, ils sont un peu fous, un peu hors normes. Enfin, c'est le genre de personnage qui te marque parce que tu les rencontres pas dans tous les bouquins. Donc leur petite vie se passe bien, ils commencent même à faire des projets bébés, sauf que là... Voilà. Alors, est-ce que j'en dis plus? Non. Non, parce que c'est vraiment, ça vous gâcherait énormément de choses. Pour moi, c'est un roman qui est très percutant parce que j'admire énormément Pete Fromm. C'est pas la première fois qu'il m'embarque comme ça dans son univers et où je me dis waouh, mais ce mec est un génie. Parce qu'il arrive à se mettre à la place d'une femme. Et en fait, quand je lisais les émotions et les états d'âme de Maddie, j'avais vraiment la sensation que c'était une femme qui avait écrit ça. Parce que c'était ça, enfin, ouais, on sentait tellement le vécu. Alors je sais pas si dans son entourage il a une femme qui a vécu le vécu de Maddie, du coup il a pu retranscrire un petit peu ça, ou alors il s'en est énormément inspiré. Je connais pas, vous savez, ça c'est un truc, si vous me suivez depuis un petit moment, moi la vie des auteurs, franchement, honnêtement, oui, j'ai pas honte de le dire, je m'en balèque un peu, et du coup je m'y intéresse assez rarement. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on va changer ça demain? Non, je ne pense pas. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, je crois, non? Il me semble.
Mais alors je ne sais pas comment ça se fait, voilà. Il y avait Pierre Bottero notamment qui était très doué pour ça aussi, pour ces personnages féminins. Et là, vraiment, Peach Fromm il me fait un peu le même effet quoi. Je me disais mais waouh, waouh. Alors après, vous me direz les sentiments et les émotions que Maddie peut avoir, finalement, est-ce que c'est propre à la femme ou est-ce que c'est propre à juste l'être humain qui vit ce qu'elle vit à ce moment-là? C'est peut-être ça en fait, tout simplement aussi. Hein. Il y a des choses, des fois, ça n'a rien à voir avec le genre, c'est peut-être simplement les ressentis. Point. Et qu'on soit un homme ou une femme, on peut les vivre finalement de façon assez similaire. Voilà. C'est juste que quand je lisais certains états d'âme de Maddie, je m'y retrouvais. Je voyais en fait le comportement qu'elle avait, il n'était pas inconnu pour moi. Voilà. Et vous êtes vachement bien avancé. Mais encore une fois, c'est un des meilleurs résumés que j'ai jamais fait. Voilà. Bon, du coup, après, j'arrive aux 3 dernières lectures qui sont les 3 des tops, mais sur lesquelles je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite parce que c'est des lectures finalement que je vous ai présentées dans mon top de l'automne. Et du coup, vous les avez... Enfin, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, donc j'ai l'impression de me répéter en plus. Donc il y a eu une lecture graphique, c'était Pumpkinheads de Rainbow Rowell. Alors, je vous l'ai déjà dit, Rainbow Rowell, elle peut me faire sa liste de courses, je l'achète. Voilà, c'est comme ça. Pumpkinheads, pour moi, c'était vraiment tout ce que j'aime chez Rainbow Rowell. C'était doux, c'était cosy, c'était automnal, c'était tout chamallow, mais en même temps, ce côté très terre à terre, un peu quand même, mine de rien. On rencontre 2 amis qui tiennent toujours le même stand au Pumpkin Patch de leur petite ville. Et du coup, cette année, c'est leur dernier festival de l'automne, parce qu'après, ils partent à l'université et ils partent de leur ville. Donc, ils décident d'en profiter un maximum, sauf que le jeune homme est fou amoureux d'une fille d'un stand à côté, et il lui a jamais dit. Donc, son ami lui fait un peu remarquer que c'est le moment ou jamais de lui déclarer sa flamme. Et ils vont chercher cette fameuse fille dans absolument tout le festival, parce qu'elle est introuvable, et qu'à chaque fois que eux changent de stand, elle a changé de stand aussi. Donc voilà, c'était du cosy en barre, vraiment. J'ai mis le dernier tome de la trilogie des sorcières de Northampton, de Melissa de la Cruz, donc Les Vents de Salem. Je l'ai mis dans ce top, pas parce que c'était waouh, génial, dithyrambique, mais parce que c'était surprenant. C'était surprenant à quel point je n'attendais rien de ce tome 3, j'avais même peur de commencer ce tome 3 vu que j'avais lu le 2 il y a très longtemps. Et tout est revenu comme ça et je me suis vraiment plongée dedans, mais avec une facilité assez dingue que je ne pensais pas avoir. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Parce qu'il a réussi, elle a réussi, en quelques lignes à peine, à me réembarquer dans son univers, à clôturer une trilogie qui tient la route, qui est certes pas le meilleur texte sur les sorcières, mais voilà, qui m'aura fait passer un bon moment, pour lequel j'ai eu des petits... Voilà, pour les personnages, des petits ouh, voilà. Et ça a suffi finalement. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Et le dernier que j'ai mis, alors celui-ci, j'ai un peu hésité, parce que je me souviens quand je vous en ai parlé, dans ma vidéo, il y a pas longtemps d'ailleurs, j'avais eu un peu le même ressenti, donc c'est Le fil rompu de Céline Spirer, qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un titre d'abord qui devait paraître en mars, mais genre le 19 mars quoi. Donc bon, mauvais timing, il a été reporté à la rentrée littéraire 2020. Et quand j'ai commencé ce texte, je l'ai trouvé très brouillon, très long à mettre en place, beaucoup de personnages, où je voyais pas du tout les liens qu'ils avaient entre eux, et je me demandais même pourquoi l'autrice nous les présentait. Et petit à petit, l'autrice fait de la place. Et tout d'un coup, tout devient d'une limpidité folle. Et vous savez, ce sentiment qu'on a quand on lit un livre, quand on commence à voir le puzzle final, la tête qu'il va avoir, et quand on se dit « Oh mon Dieu, en fait, toutes ces pièces, ça forme ça, c'est trop bien !» C'est un peu l'effet qu'il m'a fait. Donc c'est l'histoire de Madame Jannick, qui, dans son appartement new-yorkais, garde dans une pièce fermée des tableaux, des toiles, d'un seul et même artiste, mais elles sont pas accrochées. Du coup, elle les expose pas, elle les a juste achetées, puis fini, elle les a exposées là.
Son petit voisin, Ethan, va venir une fois lui rendre du courrier qui est arrivé dans leur boîte aux lettres, et puis il va se passionner pour la vie de cette femme, qui va commencer à lui raconter ce qu'elle a vécu dans les années Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'elle a traversé, tout ce dont elle se souvient, et du moment où lui se passionne pour l'histoire de cette femme, ben nous aussi. Et Céline Spirer a décidé de raconter la Seconde Guerre mondiale par un angle qui est assez rarement utilisé, j'ai l'impression. C'est ce que je disais déjà dans ma précédente vidéo, mais je suis pas une grande connaisseuse de Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas lu beaucoup de romans qui parlaient de cette période-là, mais c'est vrai que c'est un aspect de la Seconde Guerre mondiale que j'ai rarement vu. Dans ce que j'ai pu voir ou lire, bah, c'était rarement de ce point de vue-là, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, du coup, qu'elle fasse ça, qu'elle intègre plein d'autres choses aussi, bah, notamment le monde de la peinture. C'était très très bien construit, vraiment. Pour un premier roman, tu fais waouh, c'est bien, c'est vachement bien. C'est bien parce que c'est grisant. Quand t'as ton cerveau qui fulmine et qui bouillonne de savoir c'est quoi le lien final. Et quand tu es sûr, quand tu l'as, quand tu le tiens à ça, le lien final, et qu'en fait elle tire sur le fil qu'il y a de l'autre côté, et que tout se démonte, mais que t'avais pas vu venir le dernier petit truc, tu fais c'est trop bien. Ça, je sais pas vous, mais moi ça me procure à chaque fois un sentiment de oh, c'est génial. Voilà. C'était mon dernier top de l'année 2020. Il y a eu plein d'autres lectures très bonnes, très choupies, très détentes, très... Voilà, il y a eu des lectures aussi un peu moins waouh à ce moment-là, enfin dans cette année. J'espère que ce top flop vous a plu, j'espère que vous allez commencer une belle année 2021 niveau lecture, franchement. Moi je suis pas trop mal là pour l'instant, je suis bien, voilà. On en reparlera d'ici quelques semaines, mais je suis bien partie et vraiment j'ai l'impression que, enfin j'espère, parce que est-ce que j'ai envie de me projeter? Non, pas vraiment. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas non plus. Est-ce que j'ai pensé que 2020 niveau lecture n'allait pas être une année géniale? Non. Mais clairement, je relie ça au fait qu'il y a eu une pandémie mondiale et que mon cerveau, il était un petit peu sous... comme ça, en mode genre on va tous mourir et toi t'es en train de lire des livres. Et voilà, mais du coup ben, j'espère que 2021 se présentera un petit peu mieux pour moi, et pourtant j'ai toujours autant de livres qui me font envie dans ma pile à lire. Ça c'est pas l'envie qui manque, c'est pas le choix qui manque non plus, et je me réjouis de les découvrir et de venir vous les présenter au fur et à mesure. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.